Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle qui va nous aider, j'espère, à mieux comprendre les enjeux modernes du recrutement, de la formation et du business en général, dans un monde en pleine transformation, une transformation qui s'est encore accélérée avec la crise du Covid dont nous ne sommes malheureusement pas encore totalement sortis. Donc, je me présente, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste. Je vais donc vous animer cette rencontre qui, je l'espère, sera inspirante pour vous toutes et tous. Avec moi, tout d'abord, Fabienne Arata, qui est Country Manager de LinkedIn France. Bonjour Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne-Cécile, bonjour Catherine. Bonjour. Alors Fabienne Arata a tenu à nous réunir aujourd'hui car dans cette période qui demeure quand même agitée, nous avons toutes et tous besoin de partager avec nos communautés. On a besoin de partager sur les enjeux du moment, sur les bonnes pratiques, sur les réflexions prospectives. Vous savez que LinkedIn, en tant qu'acteur majeur de l'emploi, s'est particulièrement illustré dans ce rôle pendant la crise et continue à le faire au quotidien en jouant un vrai rôle de soutien à l'économie, en accompagnant les entreprises dont vous faites partie. Voilà. Alors Fabienne aura peut-être l'occasion de nous en dire un petit mot un peu plus tard après l'échange que je vais avoir avec Catherine Barba. Donc il est temps maintenant de commencer cet échange dans un esprit, je le répète, tourné vers l'avenir avec responsabilité mais aussi avec optimisme. Ça va nous faire du bien, j'espère. Alors sur ce plateau virtuel, je vais vous présenter notre invitée. Autant vous le dire tout de suite, vous avez de la chance, nous avons de la chance de pouvoir la rencontrer ce matin et pouvoir échanger avec elle. C'est une pionnière du web, une entrepreneuse, une investisseuse. C'est une des 5 femmes business angels les plus actives en France. Elle rentre tout juste de 5 ans à New York, où elle a créé sa 3e entreprise, le Peps Lab. Rien que le mot va vous dire un peu, vous qualifier un peu la personnalité de Catherine, qui a beaucoup de peps, vous le verrez. Alors, le Peps Lab accompagne les grandes organisations dans leur transformation numérique. Et aujourd'hui, Catherine, de retour en France, elle l'était déjà à New York, mais disons qu'elle est administratrice de Etam, du groupe Renault, et elle travaille actuellement à un 4e projet dont elle ne veut pas pour le moment encore trop nous dire les détails, mais je suis sûre que ce sera formidable. Alors, on est très heureux de te retrouver aujourd'hui, Catherine. Bienvenue à toi, Catherine Barba. Merci Anne-Cécile. Merci Fabienne. On va essayer de faire un petit échange un peu tonique comme ça, parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de temps et puis que tout le monde doit retourner travailler après. Depuis la pandémie, Catherine, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien professionnel des gens? Alors, qu'est-ce qui a changé? J'aimerais bien d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible, mais qu'on puisse avoir aussi vos témoignages aux uns aux autres. Oui. C'est votre Il y a échange. il y a un moment d'échange qui est prévu, bien sûr, après ton intervention, celle de Fabienne. Il y a un moment d'échange, bien sûr, avec le public qui est là, qui est branché avec nous et qui est là pour vous poser des questions à Fabienne et à toi. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien professionnel des gens? Bon, première chose, Voilà. le constat, on est à un moment de bascule. On est à un moment de bascule, on est à un millefeuille de crise. Et moi, ce que je vois aussi bien aux États-Unis, donc comme tu l'as dit, où j'étais depuis 5 ans, qu'en France, où je viens de rentrer, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les petites startups, moi, je vois 3 choses qui me frappent en fait. La première, sans équivoque, c'est l'anxiété. Comme vous, j'imagine, je sens une énorme anxiété chez les gens. C'est incroyablement anxiogène, cette incertitude qu'on traverse. Tout ce qui était possible ne l'est plus, l'inconcevable arrive. Donc, on est obligé de naviguer à court terme. Et ça, c'est compliqué. On a peur et on a surtout peur de perdre son job, peur de la paupérisation. L'autre chose que je sens, c'est plus global, il y a comme une défiance systémique à l'endroit des grands acteurs de l'économie. Tout ce qui est grand, les grandes boîtes, les multinationales, les grandes banques, les grands acteurs de tous les secteurs, en fait, les salariés ou les gens s'en défient. On a tendance à placer sa confiance dans ce qui est petit, dans ce qui est proche, par similitude. Et donc, je me dis, ça me fait m'interroger, moi, sur comment les grandes entreprises doivent réagir à ça. Et puis, il y a, alors là, c'est le côté plus positif. Je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais je sens qu'à la faveur de la crise, les gens se sont découverts une capacité à être des initiateurs de changement. Il y a une envie, mais on se dit, je peux ouvrir des pistes nouvelles, je peux ouvrir des voies nouvelles, Et de retour en France, ça c'est une des premières choses qui m'ont marqué,
je sens cette énergie individuelle. En plus, en tant qu'entrepreneur, évidemment, ça me parle. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je me découvre capable d'initier des changements vers le meilleur. Et je crois Alors, qu'est-ce que ça implique selon toi pour les managers? C'est facile à dire. Hein. Moi, je crois que si je reprends les points sur l'anxiété, la première chose, c'est apprendre à gérer l'anxiété. Comment je fais quand je suis un manager pour éviter la peur de l'autre, l'attentisme, le désengagement, le tout étant fait à distance, évidemment. Hein. Donc, avec cette barrière qui est l'écran, et c'est pas simple de ressentir les émotions. Moi, je suis quelqu'un qui gère les équipes avec beaucoup d'émotions, beaucoup à l'émotionnel. Donc, cette barrière qui est l'écran, c'est plus difficile. Donc, comment est-ce qu'on arrive à recréer ces conditions du réel alors qu'on est chacun chez soi et derrière un écran? Moi, j'augmente la fréquence des interactions des gens avec lesquels je travaille en one-to-one. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Je suis très à l'écoute des signaux faibles. C'est difficile, en fait, de les détecter. Mais ça passe par une fréquence plus accrue, par le fait de faire parler les gens, par des rituels, en fait, des petits rendez-vous. Et puis, je me dis que ce qui est difficile pour le manager, c'est qu'il doit créer ces conditions-là alors qu'il est lui-même soumis à l'incertitude. Tu vois, et ça me rappelle, moi, en tant qu'entrepreneuse, quand ta boîte, ça ne va pas du tout, et tu peux ne le dire ni à tes associés, ni à tes actionnaires, ni aux médias, ni à ton mari. Ça demande… Peut-être quand même. Comment ? À ton mari, peut-être quand même. Non, parce que tu ne veux pas l'inquiéter, tu peux à peine le dire à tes amis. Et je me dis que cette situation-là, pour un manager, de gérer l'anxiété, ça demande deux grandes qualités. Ça demande une intériorité très solide et prendre beaucoup de recul. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, les uns les autres, pour prendre du recul. Moi, j'utilise Google Earth, qui est, donc, tu vois la Terre petite comme une olive, et c'est vrai que ça aide quand même un peu à mettre les choses à distance. Mais donc, la première chose, je pense, c'est apprendre à gérer cette anxiété. L'autre, c'est aussi comment est-ce que tu honores ce besoin d'autonomie que tu sens chez les gens, et en particulier chez les plus jeunes. Tu vois, comment est-ce que tu fais confiance? Comment est-ce que tu empower, ce mot magique des Américains, tu leur donnes de l'autonomie? Moi, vu de l'extérieur, et pardonnez-moi, c'est vraiment une vision générale, j'ai le sentiment que les grandes entreprises, parfois, ont tendance à infantiliser les salariés ou à les surveiller. Tu vois, et mon sentiment, c'est que c'est quelque chose dont les gens, aujourd'hui, ont envie de se libérer. Donc, comment est-ce que je fais la part belle à ce besoin d'autonomie, d'avoir prise sur le monde que je ressens chez mes salariés? Donc, pour moi, il y a une sorte de triple cercle de confiance à créer. Je reconnais que la personne qui travaille pour moi éprouve ce besoin de confiance. Moi, j'ai confiance en ma qualité de manager à leur donner une direction, à leur insuffler de l'énergie. Et puis, j'ai confiance en notre capacité collective à construire quelque chose. Alors, on reparlera peut-être de la confiance qui, en effet, a beaucoup bougé. La notion de confiance depuis cette crise, elle a beaucoup évolué, heureusement d'ailleurs, dans un sens plutôt positif. Est-ce que tu peux t'arrêter sur quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui et qui semble sans retour en arrière, cette nouvelle dimension, on va dire, cette dimension qui est plus d'actualité aujourd'hui, du sens au travail? Ça, c'est un beau sujet. Dont les équipes ont besoin absolument, et particulièrement les jeunes, mais pas que les jeunes. Hein. Oui, donc l'ancienne cagneuse se réveille. Le sens, ça a deux acceptions en fait. La signification et la direction. Et moi, quand j'entends on a besoin de sens, j'entends que ça veut dire qu'on a besoin de racines et de boussole. On a besoin d'être ancré dans quelque chose et on a besoin d'avoir un cap, une direction, un cap commun. Tu vois. Et je me dis que c'est ça le rôle d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et je me dis, c'est quelqu'un qui insuffle du souffle, j'aime bien ce mot de souffle, d'élan, tu vois, de cap, mais qui va aussi me donner les moyens d'y arriver. À distance en plus, hein, sans pouvoir le partager. Mais pour moi, c'est pas difficile, enfin, on peut en discuter. Donc, je me dis, aujourd'hui, le sens, c'est s'arrêter ensemble sur qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur dans cette entreprise. Qu'est-ce qui fonde notre activité? Qu'est-ce qu'on n'est pas encore totalement, mais qu'on a envie de devenir ensemble? Qu'est-ce qui guide nos décisions? Et je me dis, donner du sens. Il y a une dimension collective dans ce que tu dis. Alors. Exactement, c'est réagréger du collectif. Ça, c'est quelque chose sur lequel, comme vous, j'ai beaucoup réfléchi.
comment tu réagrèges du collectif, comment tu recrées un profond sentiment d'appartenance. D'ailleurs, je ne sais pas les uns les autres, est-ce que vous sauriez dire, au-delà des différences des gens qui constituent votre organisation, quelle est la glue, le liant qui vous rassemble et qui vous anime, tu vois, qu'est-ce qui vous rassemble? Et pour moi, c'est ça le sens. Et il y a une très grande partie de collectif. Alors évidemment, on en a déjà un peu parlé, mais ça suppose quand même un minimum de relations en présentiel parce que, enfin, il me semble, mais tu avais l'air de dire que finalement, pas forcément, qu'on pouvait mettre du collectif et de l'adhésion à un projet commun en 100% distanciel. Bon, on n'est pas en 100% distanciel, enfin, sauf que si, il y a des entreprises, notamment LinkedIn, hein, je crois. Oui, justement. Voilà. Pour le moment, en 100% en distanciel, des tas d'autres entreprises le sont encore, mais donc, voilà. Tu penses qu'on réussit quand même à maintenir un collectif et un cap commun en 100% distanciel? Alors, moi, je reviens de 5 ans aux États-Unis, tu l'as dit, où le 100% télétravail, c'est beaucoup plus accepté qu'ici, hein, donc comme chez LinkedIn, entreprise américaine. Ici, j'ai l'impression qu'en France, c'est un concept qui a un peu plus de mal à se développer. On est très dans le présentiel. Moi, je dis que, mon sentiment de ce que j'en ai vécu, et j'aimerais bien écouter vos réactions, c'est pas un problème de productivité. J'ai l'impression qu'on est moins dérangé, on est capable de bien s'organiser. C'est la communication avec le reste de l'équipe qui est compliquée. Et si on est le seul à être en télétravail, on risque d'être un peu isolé du reste de l'équipe. Mais si tout le monde est dans la même configuration, ça recrée un équilibre. En revanche, ça exige plusieurs choses, je crois, hein, mais vous le vivez aussi bien que moi, donc vous pourriez en parler tout autant. Il faut quitter la culture de l'oralité pour passer à l'écrit. Tout doit être écrit et partagé, parce que c'est la seule façon de partager. Sinon, on n'est pas devant le café, on n'est pas dans une petite réunion, on a besoin. Donc moi, je pense que c'est quitter un peu l'oralité pour arriver jusqu'à quelque chose. Tu as l'air de ne pas être d'accord avec ça, non? Non, enfin, moi, je trouve que l'oralité a beaucoup de mérite, mais après, beaucoup de sens aussi. Mais c'est une condition, je crois, parce que l'oralité permet aussi des échanges peut-être plus spontanés que écrits. Voilà, c'est tout. Et que le spontané, il me semble, dans la relation humaine, voilà, compte. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même faire un petit pas de côté pour aller un peu plus vers une culture de l'écrit. Évidemment, une culture du résultat. Parce qu'indépendamment de la façon dont tu t'organises et tu fais les choses, tu as des livrables et si tu les fais, peu importe la façon dont tu le fais. Et puis, donc, tu l'as dit, ça implique une grande confiance, en fait. Hein, c'est ça. Bien sûr, la clé, c'est ça. Les managers, ce n'est pas des surveillants. Et il me semble qu'il y a des entreprises où c'est parfois le cas. Donc, être à l'écoute, se remettre en question, tu vois, tout en veillant à garder un cap. Donc, oui, c'est difficile à 100%. Enfin, on apprend en marchant. C'est ça, entreprendre. Hein. C'est faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Alors, tu t'engages beaucoup de façon concrète pour la diversité et depuis longtemps, pas depuis que c'est, on va dire, j'aime pas le mot à la mode parce que c'est pas une question de mode, c'est beaucoup plus sérieux que ça, mais on va dire, il y a une sincérité chez toi là-dedans puisque tu as une antériorité par rapport peut-être à d'autres. Comment est-ce que tu relis la diversité avec ce sentiment d'appartenance dont tu parles et en quoi c'est un thème majeur pour les entreprises aujourd'hui, cette diversité? Et comment tu crées du collectif avec cette diversité, justement? Surtout dans un monde où les architectures collectives traditionnelles sont complètement déstructurées. Aujourd'hui, moi, je suis frappée. Hein, je vois comme les élections américaines et je vois aussi bien à échelle des nations qu'à échelle des entreprises. Je ressens, et ça m'inquiète beaucoup, ce mouvement de repli sur l'entre-soi. On a tendance à se rassembler avec des gens qui nous ressemblent parce que ça nous rassure, parce qu'on se sent respecté, parce qu'on se sent en sécurité. Et je me dis que dans les entreprises, ça mène à quoi? Ça mène à la création de ces affinity groups. J'imagine qu'il y en a chez LinkedIn comme dans vos entreprises. On se réunit parce qu'on a le même sexe, le même genre, la même orientation sexuelle, les mêmes particularités. Et c'est rassurant. Et ces groupes affinitaires sont très présents aux États-Unis. C'est une bonne chose parce que ça fait émerger des leaders, parce que ça fait des gens qui ont plus confiance en eux, puis ça crée de l'engagement dans l'entreprise. Mais donc, la diversité, elle s'exprime dans ces groupes affinitaires. Le problème, et pour répondre à ta question, c'est que comment je relie ça avec mon appartenance à l'ensemble de l'entreprise? Parce qu'au fond, ce qui compte, mais c'est vrai entre nous ce matin, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas ce qui nous distingue, c'est ce qui nous rassemble.
tu vois. Et comment tu arrives en fait à dépasser ce côté tribal pour arriver à avoir un projet commun. Moi, je me dis, qui sont les leaders qui demain nous projetteront dans un avenir commun désirable? C'est ça toute la difficulté. Donc, c'est un jeu entre les deux. Je pense que les entreprises qui ont bien intégré la diversité et l'inclusion, elles jouent sur les deux tableaux. Tu vois, et par exemple, les groupes affinitaires comme Women At, en réalité, il n'y a pas que des femmes dans le groupe, donc on s'ouvre, mais on apprend là encore en le faisant. Donc, le risque de ségrégation est réel quand on travaille la diversité. Mais néanmoins, tout l'enjeu, c'est de recréer ce sentiment d'appartenance. Tu vois, et La moi, transversalité, en fait, un peu pour casser ces silos, en fait, ces silos de moi, diversité. je l'ai vécu quand je suis arrivée au board de Renault. J'étais très heureuse d'être inclue au nom de la diversité. Ouais, il y a une femme entrepreneur dans la tech qui n'est pas du sérail et qui est totalement différente en termes de culture du grand groupe. Et c'est important d'inclure des gens différents. Mais je sentais que ma voix n'avait pas le même poids. C'est-à-dire que j'ai dû, pendant 3 ans, trouver des stratégies pour arriver. En fait, c'est la différence entre la diversité où on t'invite à la fête et l'inclusion où on t'invite à danser. Et j'ai découvert qu'il fallait que j'ai des alliés, que je crée des alliés, en fait, pour créer cette confiance, pour être intégrée, et que quand je prends la parole en board, que ma voix, finalement, continue à avoir le même poids alors qu'elle est dissonante par rapport à d'autres. Donc c'est tout un travail individuel aussi. Hein. Mais disons que c'est venu de toi, là. Tu as fait ta politique. Mais quand Oui, mais ça vient... parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que cette diversité, c'est la condition sine qua non de l'innovation. Il faut que ça vienne de l'organisation aussi. Oui, exactement. Toutes les entreprises ont besoin de se réinventer et cruellement parce que le cash, on pilote beaucoup au cash. Et je me dis, la seule façon en fait de changer ta perspective, évidemment, c'est d'inclure des gens différents. Et c'est très difficile parce que l'entre-soi est une règle qui a la dent dure. Alors, on reparlera probablement avec Fabienne de l'inclusion versus l'invitation, enfin, disons, l'invitation à la fête versus l'invitation à danser. J'aime beaucoup cette phrase. C'est venu comme ça. Comment? Elle est vachement bien. Elle est très parlante. Bravo. Alors, l'accélération du digital a été vécue partout, parfois comme une contrainte, mais parfois aussi, quand même, heureusement, comme une opportunité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises qui ont fait de cette crise une opportunité? Je sais qu'il y en a beaucoup. Je suis sûre que tous les participants à cette conversation auraient des exemples à donner et c'est une bonne chose. Je suis sûre que comme moi, vous avez vu que cette crise, c'était un accélérateur tendanciel prodigieux et notamment sur le numérique. Et moi, je suis contente parce que ça fait 20 ans que je suis chantre de la transformation et je me dis, voilà, on y est. Mais on n'y est pas par nécessité en fait. Et tu as raison, il y a beaucoup d'entreprises. Alors, je vais vous donner des exemples que j'ai vus parce que j'étais encore aux États-Unis pendant, qui ont accéléré leur digitalisation. D'abord, concrètement, pour les gens du retail, il y en a qui sont passés très rapidement au click and collect. Ça faisait des années qu'ils essayaient de mettre ça en place et là, en 3 semaines, ils ont levé les obstacles. Je pense à Marionneau, tout d'un coup, les choses se sont faites par nécessité. Tu sais, j'avais un prof à l'école qui disait « c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer ». Mais en fait, non, quand tout va bien, on ne change pas. C'est quand on est acculé, en fait. Donc, elles sont passées au click and collect. Elles ont testé d'autres modes de commercialisation. Moi, j'ai vu aux États-Unis l'émergence une entreprise qui s'appelle Pop Shop qui propose, tu sais, c'est un peu, on réinvente le téléachat. Les vendeurs en magasin qui avaient du temps parce que les boutiques étaient fermées et qui finalement envoyaient un message à leur communauté en leur donnant rendez-vous en live pour leur présenter des produits et en disant voilà les nouveaux produits qu'on peut aujourd'hui, ce stylo, et toi tu peux swiper et acheter. Donc d'autres façons d'acheter innovantes. Même ici, je sais qu'il y a une fermière, Myriam, dans le Perche, qui s'est mise à connecter des gens sur Paris et qui tous les jeudis envoie un message SMS en disant « Je suis à Paris mardi, voilà tout ce que je peux vous livrer, des volailles, etc. » Et elle ne le faisait pas avant, tu vois, donc aussi bien pour les très grandes boîtes que les petites. Donc ça, c'est j'accélère en fait l'usage du digital pour vendre. Il y en a d'autres qui ont renforcé le lien relationnel. Tu vois, tu disais comment est-ce qu'on crée de la qualité d'échange à distance. Il y a des entreprises, elles ont utilisé ce moment pour prodiguer une attention accrue à leurs clients.
moi, j'étais donc malade à New York et ma fleuriste a adressé tous ses clients en leur disant à partir de cette semaine, je peux vous livrer toutes les semaines. Voilà mes formules d'abonnement. Et elle mettait un petit mot, tu vois, accompagnant le bouquet, un truc qu'elle n'aurait jamais fait avant. Il y en a d'autres qui ont misé sur des gestes commerciaux, j'imagine. Tu vois, je pense extraordinaire, l'Opéra de Paris, le Met qui nous offrait des opéras gratuits, ou Nike qui a proposé, je ne sais pas combien, des centaines de sessions où tu pouvais suivre le sport chez toi gratuitement. Donc évidemment, l'idée étant que tu continues après en payant. J'ai vu aussi, mais comme vous, plein d'entreprises qui se sont organisées pour rendre leur leurs clients au-delà de leur champ de compétences. Alors évidemment, il y a la dimension solidaire, mais tu as aussi cette société que tu aimes bien, je crois que tu connais, qui s'appelle Bonds in Town. Oui, je les connais. J'ai interviewé un des deux fondateurs. Ouais, j'ai interviewé récemment et j'ai trouvé remarquable la mutation de cette boîte qui au départ vendait des tickets de concert en ligne et qui a muté. Alors pas seulement, hein, aussi des abonnements et tout. Donc ils ont muté sur les lives, les petits lives des artistes dans leur salon. Au départ, ils n'y croyaient pas du tout. Et puis, ils ont remarqué que ça allait étendre considérablement le marché parce que je crois qu'ils étaient très nord-américains et un peu Asie et tout ça. Et donc, du coup, maintenant, ils ont structuré ce marché, Banzintan, et ils ont une croissance incroyable. Et tu sais qu'un des cofondateurs, c'est Fabrice Sergent, qui était un Toi, tu connais l'autre. Moi, je pionnier du connais. web, qui avait créé Club Internet. Avec toi. Et il est à New York depuis longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont complètement pivoté, en fait. Pivoté, voilà, exactement. Et je crois qu'il y a beaucoup… Alors, évidemment, il y a eu une fracture. Les entreprises 100% numériques, elles en B2B, ont explosé. Mais même des gens qui avaient une activité physique, certains ont réussi à se transformer. Donc, je pense que c'est aussi des initiatives individuelles qui ont généré ça. Alors, par exemple, pour ce cas-là, il y a un truc à dire quand même, parce qu'évidemment, les cartésiens comme moi, enfin, et les gens qui aiment la relation humaine et les choses dans la vraie vie et tout, peuvent être un peu inquiets de ce monde qu'on se prépare, où on va être tous derrière nos ordi, y compris pour voir le moindre concert. Mais en fait, pas du tout. Ça s'ajoute en fait au vrai concert, au concert dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est juste, ça te permet d'avoir des expériences complètement différentes, en plus petit comité, dans la cuisine de l'artiste. Enfin, c'est juste que c'est une offre supplémentaire par rapport à, j'espère, on pourra quand même se remettre dans des salles de concert un jour. Mais voilà, donc c'est génial. C'est pas une transformation de la vraie vie en digital, c'est en plus. Exactement. Et je me dis, tu vois, les entreprises qui ont mieux tiré parti de ce moment-là, c'est probablement celles où il y avait cette capacité à prendre une décision rapidement. Qu'est-ce qui fait prendre une décision rapidement, cette agilité qui est un maître mot aujourd'hui. Tu vois, comment est-ce que je crée les conditions de cette agilité, même quand je suis une très grande boîte. Et je crois que c'est possible. Bon, et puis, c'est beaucoup d'empathie aussi. C'est parce que tu te mets profondément à la place de ton client et des transformations qui sont les siennes que tu es capable de mettre en œuvre et d'exécuter des choses nouvelles. Moi, c'est admirable ce qu'on a pu voir en termes de transformation, la capacité qu'on a à s'adapter. Alors maintenant, on va parler des jeunes. La jeune génération, quand même, est réputée assez difficile à s'intégrer dans les grandes entreprises. On parle de slasher, on parle de manque d'engagement. Qu'est-ce que tu as pu observer comme bonne pratique qui favorise l'intégration et l'engagement des jeunes? Alors moi tout d'abord, je veux te dire que cette génération-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle force mon admiration. Moi, je suis étonnée de leur degré de conscience de l'environnement, le degré de conscience de l'autre, pour certains, que moi, je n'avais pas du tout. Et puis moi, j'allais travailler, je travaillais, au début, j'étais salariée pendant quelques années, je ne me posais aucune question, je rentrais super tard. Et en fait, ce que je ressens, mais vous le sentez comme moi, vous les voyez comme moi au quotidien, hein, c'est que ce qui signe notre époque, c'est qu'il y a ce besoin d'équilibre. Ils veulent cet alignement entre leur engagement professionnel et les choses qui profondément font écho dans leurs valeurs. Et nous, on avait vraiment deux casquettes. Hein. J'allais au boulot, puis après, il y avait ma vraie vie. Aujourd'hui, c'est blurring. Les lignes sont en train de disparaître. Et cohérence avec tes valeurs personnelles, avec ton désir d'engagement. Je sens qu'il y a cet alignement-là.
Et du coup, les entreprises traditionnelles, elles sont parfois un peu perçues comme des monolithes, quoi. Des monolithes qui répondent moins à ce besoin de sens dont on a parlé tout à l'heure, qui leur donnent moins l'autonomie, puis qui sont empêtrés dans des process assez rigides, hein, vous les connaissez pour les vivre, et du coup, puis qui mettent un temps fou à se réinventer. Donc, moi, ce que je vois, avant de te dire les bonnes pratiques, parce que je serais bien en peine de t'en donner quand même, mais vous allez sûrement pouvoir témoigner, c'est la semaine dernière, il y a la fille d'amis de New York qui me contacte, elle cherche un stage. Elle est brillante, elle est polyglotte, elle est sympathique, elle est débrouillarde. Et je lui dis, écoute, je te propose 3 pistes facilement activables pour moi, chez Clarins, chez Nespresso et chez Rich. Rich, qui est une petite boîte d'influence marketing. Ils sont 60. Et elle n'a pas hésité, elle me dit, oh, il y en a qu'un qui m'intéresse. Rich? Bah ouais. C'est tu vois, et donc tout ça pour dire que en fait on est en train de vivre un moment où c'est l'occasion pour toi, pour moi, pour chacun de rêver le monde dans lequel on a envie de se projeter, qu'on a envie de construire. Et je me dis, voilà, comment est-ce que moi, si je suis une grande entreprise, je vais donner profondément ce sentiment à un jeune. J'ai pas la réponse, mais il y a 2 bouquins que je relis régulièrement, mais que vous connaissez sûrement, mais je vous invite à relire. C'est le livre de Philippe Ayat qui s'appelle L'avenir à portée de main. Et puis l'autre bouquin, je dois l'avoir pas très loin d'ici, de Mathieu Dardaillon, Libérez vos talents, le fondateur de Ticket for Change. Ça, c'est très intéressant pour moi. Mais il faut te dire, une entreprise qui a des bonnes pratiques et qui donne ce sens, cette autonomie, cet empowerment, et qui te donne l'impression de te réaliser, il faudrait que vous racontiez comment vous faites pour le faire. Bon. Ok. Alors, quelles sont justement les nouvelles compétences que tu as vues se développer depuis le début de la crise dans les entreprises avec lesquelles tu travailles? Ok. Alors, premièrement, certainement, vous êtes dans ce cas-là. J'ai vu les entreprises qui retravaillent leur mission, leurs valeurs, leurs propositions de valeurs pour justement réorganiser le sens autour de tout ce qui est environnemental, sociétal, de leurs engagements. Tu parles de la raison d'être? Ah oui, en fait, oui, tu sais, c'est le rapport notoire qui l'a inspiré, hein, qui invite les entreprises à reformuler leurs engagements. Mais c'est exactement ça. C'est en quoi je crois. Tu vois, c'est quoi et je vois beaucoup d'entreprises qui retravaillent ça. J'ai vu, comme vous, les managers qui apprennent en le faisant à travailler à distance. Ça, c'est un vrai truc. On apprend en le faisant, on apprend en marchant. Hein. La flexibilité du temps de travail, la transparence, faire confiance, apporter un vrai soin, tu vois, à chaque interaction, chaque moment qu'on partage comme ça derrière l'écran, même si c'est un peu bizarre. Ça, c'est une nouvelle compétence qu'on a à acquérir. Et puis, veiller au bien-être des équipes, plus que jamais. Tu vois, ce que tu nous disais tout à l'heure, comment je détecte ces signaux faibles que ça ne va pas. Oui, surtout sur les jeunes. J'ai vu les entreprises aussi, ce n'est pas des compétences qu'on acquiert, mais vraiment se focuser. Alors peut-être parce que je suis là et que je porte le sujet, mais sur tout ce qui est diversité, inclusion et gender equality. J'ai senti que c'était on passait en fait au-delà de la poésie, on passait aux mathématiques, hein, on mesure des actions et on essaie vraiment de faire bouger les choses. Et là où il reste des choses à mon sens, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur l'inclusion. On est bien sur la diversité, en tout cas dans les entreprises que je côtoie, mais l'inclusion, c'est une autre histoire. Le sens, le collectif. Et puis sur l'intrapreneuriat. Comment est-ce que j'autonomise les gens? Comment est-ce que j'honore ce besoin d'autonomie, de responsabilité? Je ne te parle pas d'entrepreneur, hein, parce que si tu l'es, tu te jettes à l'eau, mais ce mélange subtil. Qu'est-ce que la crise qu'on vit aujourd'hui, ça va être ma dernière question qui permettra d'enchaîner bien avec Fabienne. Oui, Fabienne, ça va? Qu'est-ce que la crise que l'on vit aujourd'hui change pour le recrutement? Alors, pour le recrutement, moi, je peux parler des entreprises avec lesquelles je travaille, tu les as citées, au bord desquelles je suis. Il y a un très net mouvement des RH vers la recherche de talents différents. Il y a 2 choses qui sont nouvelles, que je n'avais pas vues avant. Tu sais, la différence qui existe entre les capabilities et les skills, entre les aptitudes. Les aptitudes, en fait, les compétences. Les compétences, ça s'acquiert.
En revanche, tu as des qualités intrinsèques qui peuvent être très différentes du profil type des gens qu'on recrute, mais qui sont nécessaires, encore une fois, pour faire bouger les lignes. Donc, et puis, c'est cette idée de culture add versus culture fit. Je vois les RH avec qui je parle, vous me direz si c'est pareil pour vous, mais de moins en moins chercher des gens qui embrassent notre culture interne, mais plutôt qui viennent l'augmenter, qui viennent l'enrichir. Voilà. Et c'est courageux. Donc ça, c'est un mouvement. Et pour ça, ça se manifeste comment? Le process de recrutement change, le wording des job desks change. Donc, il y a toute une chose dans l'incorporation des nouveaux talents. J'ai l'impression que les choses bougent un petit peu. Maintenant, c'est ça que j'avais envie de vous parler. Maintenant, après, sur ces sujets de diversité, ça reste essentiellement encore aujourd'hui sur gender diversity. C'est moins sur toutes les autres formes de diversité. Les gens des quartiers prioritaires, les gens du handicap, qui viennent apporter une toute autre coloration à l'entreprise aussi. Et moi, je crois que c'est cette conjonction de talents qui va faire qu'on se réinvente. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment je vais sortir de cette crise, comment je vais retrouver durablement une rentabilité, et puis sortir de mon core business, aller vers des business adjacents. Voilà. Et donc, effectivement, ça passe par l'incorporation de gens nouveaux, et ça, c'est courageux, mais aussi des process internes qui empower les gens. Bon, maintenant, si j'avais la baguette magique, ça se saurait. Je pense que... Ouais, mais justement, écoute, personne là et en même temps, tous ensemble, on l'a peut-être. Donc, bon, merci beaucoup, Catherine. Tu restes avec nous. Je voudrais maintenant demander à Fabienne Arata, qui donc est Country Manager de LinkedIn France, de réagir à ton intervention. Et ensuite, on laissera le public vous poser à toutes les deux des questions. Voilà. Fabienne, qu'est-ce que vous évoque la prise de parole de Catherine Pour Varda? résumer, Fabienne, vous devez maintenant résumer cet échange. Non, elle va ajouter des choses. Ça va être de l'ad. Je vais tenter de ni résumer ni paraphraser. Voilà. En revanche, je vais rebondir sur deux sujets. Le premier qui est le besoin d'autonomie et la manière dont les entreprises peuvent et surtout doivent honorer ce besoin d'autonomie des collaborateurs et des équipes. Pour ma part, j'ai la conviction que cette autonomie, elle se fonde avant toute chose sur la prise en main de l'employabilité. Et ce qu'on a pu constater pendant la crise, c'est que l'ensemble des professionnels ont réellement pris en main leur destin en termes de formation. On l'a constaté en particulier pendant la période de confinement où l'ensemble des professionnels ont eu, et en particulier sur LinkedIn, une consommation des contenus de formation extrêmement élevés. On a vu une croissance de plus de 100% de l'ensemble des contenus de formation. Ça continue, Fabienne? Ça se poursuit absolument. Alors, ça se poursuit sur des filières encore plus spécialisées, là où on était sur des curriculums et des cursus un peu généralistes pendant le confinement. Comment est-ce que je travaille ma prise de parole? Comment est-ce que je travaille les entretiens à distance? Comment est-ce que j'équilibre et je passe en mode télétravail, etc., etc. Maintenant, on est sur des filières beaucoup plus spécifiques et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs annoncé en septembre la mise à disposition gratuite de l'ensemble de nos contenus de formation technique, en particulier sur des formations à l'IA et des formations de base, parce que Catherine l'évoquait, la transformation digitale est un enjeu important des entreprises, certes, mais surtout des professionnels et des jeunes, quels que soient les métiers qu'ils aborderont. Et donc, la prise en main de ces outils digitaux et de ces nouvelles technologies est un facteur important. Donc, pour moi, besoin d'autonomie et manière des entreprises d'honorer ce besoin d'autonomie passe par l'employabilité, passe par la formation. C'est très lié aussi à ce qu'on constate aujourd'hui, qui est en train de naître et qui construit une tendance de fond sur les années qui viennent, qui est, on parle aujourd'hui du télétravail, mais c'est télétravail certes pour des collaborateurs qui aujourd'hui ont un contrat de travail dans le pays dans lequel ils opèrent, voire dans la ville, dans la même ville que dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Mais ce qui est en train de se construire sur le fondement de cette situation nouvelle, c'est du téléemploi. C'est-à-dire que demain, n'importe qui va être en concurrence avec un talent à compétences égales
d'Hollande, de Grande-Bretagne, d'Espagne, de n'importe où, et réciproquement. Demain, je vais pouvoir travailler de Marseille, de Lyon, peu importe. Et les recrutements vont se faire sur cette base de concurrence-là. À l'inverse, les collaborateurs vont aussi choisir leur entreprise sur une concurrence beaucoup plus élargie. Donc, le rapport de force en termes de talent, compétences et localisation est considérablement bouleversé. Donc ça, c'est une tendance de fond et nous, on la voit concrètement en termes de données. C'est la raison pour laquelle nos clients nous interrogent sur deux sujets, les sujets de formation d'une part, mais les sujets de données qui leur permettent de manière extrêmement granulaire de cibler où sont les bons talents, comment est-ce qu'ils évoluent, quels sont les flux, quelles sont les compétences attendues et surtout quels sont les bassins d'emploi. Voilà les deux sujets. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais rebondir, c'est évidemment les sujets de diversité, d'inclusion et d'appartenance. Et au-delà de ça, la manière dont on désenclave, la manière dont on arrête de faire que chaque professionnel subisse son destin, la manière dont on lutte contre un certain déterminisme social à l'emploi, c'est ce que nous travaillons chez LinkedIn, encore une fois sur la base de données chiffrées, puisqu'on a été en capacité de quantifier en gros 3 grands, malheureusement, piliers du déterminisme social dans le monde professionnel. Le premier étant l'endroit dans lequel vous avez été élevé, dans lequel vous évoluez. Le second étant l'école et l'université que vous avez faite ou pas. Et puis le troisième, c'est les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Chacun de ces 3 piliers vous permet ou pas de construire au fil de l'eau un réseau professionnel qui vous permet, et je rebondis sur l'exemple que Catherine évoquait, de cette jeune fille qui s'est appuyée sur Catherine pour avoir son stage. Elle n'aurait pas eu cette connexion, c'était beaucoup plus compliqué. Quand on prend ces 3 piliers, on l'a quantifié de manière extrêmement fine, mais je vais vous donner des datas très, très macro. Si vous n'avez pas eu le premier, vous avez en gros 3 fois moins de chances d'avoir un réseau qui vous permette d'atteindre et d'entrer sur le marché de l'emploi de manière satisfaisante. Même chose pour le second, même chose pour le troisième. Si vous cumulez ces 3 handicaps, c'est x12. Vous avez un réseau en gros qui est 12 fois moins fort et qui vous limite dans votre entrée et dans votre parcours professionnel. C'est ce que nous travaillons chez LinkedIn et en revanche, nous le travaillons de manière radicalement différente de ce que Catherine évoquait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans des groupes affinitaires. Au contraire, notre propos, il est d'ouvrir et ce que nous travaillons pour nos équipes, et là je me fonde sur un exemple en interne, nous travaillons ce qu'on appelle des stratégies d'alliés. Comment est-ce que individuellement, je peux être un bon allié pour telle communauté ou pour telle problématique? Comment est-ce que l'ensemble de nos managers sont formés à cette nature d'écoute et d'action pour être les meilleurs alliés possibles et lutter contre le déterminisme? Excuse-moi, Fabienne, je me permets de rebondir à ce que tu dis. C'est passionnant. Et cette stratégie d'alliés, j'ai beaucoup réfléchi dessus et échangé avec des dirigeants américains. Parce que c'est difficile en fait de prendre fait et cause pour une discrimination dont je ne suis pas victime moi-même. Enfin, c'est comment concrètement les hommes peuvent-ils encourager la montée des femmes à des postes importants? Et un dirigeant d'une grande entreprise américaine m'a dit il y a 3 mots-clés. J'aimerais bien que tu réagisses peut-être là-dessus. C'est inspire, empower, incent. Il dit c'est ce triptyque qui va faire que quelqu'un va se sentir motivé pour devenir un allié. Il est inspiré par son manager, son CEO. On lui donne les moyens de créer les conditions d'être un allié. Et puis, il y a une motivation, il y a un reward qui est peut-être financier ou autre. Comment est-ce qu'on encourage les gens à être des alliés? Alors, absolument. Nous, on part du tout début et en fait d'une prise de conscience qui consiste à faire une énorme différence entre l'intention et l'impact. J'ai l'intention ou je dis quelque chose ou je fais une action avec une certaine intention. En revanche,
comment est-ce que je prends conscience que cette intention, elle peut avoir un impact radicalement différent selon la personne à laquelle je m'adresse, en fonction de sa provenance, de son background culturel, de son vécu personnel, de ses affinités diverses et variées, etc., etc. Et tant que individuellement, on n'a pas cette discipline quasi quotidienne et permanente de se dire, entre mon intention et l'impact que j'ai, il y a une énorme différence. Alors oui, les 3 sujets que tu viens d'évoquer sont importants, mais on ne peut pas les travailler. Bien sûr, je comprends. Mais tu vois, c'est difficile parce que c'est comme moi et la cigarette, quoi. J'ai l'intention d'arrêter, hein. Je sais que c'est pas bien, j'en ai conscience, mais Ouais, enfin, la cigarette, ça te fait plus de mal que potentiellement la diversité peut faire du Même bien. Cécile, tu as 2 fumeuses à côté de toi, donc ça va être compliqué. Oui, mais vous avez aussi une ex-fumeuse qui a réussi à s'en sortir, n'est-ce pas? Alors, non, on va passer maintenant aux questions-réponses parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais vraiment ouvrir la possibilité au public de vous poser à toutes les deux des questions parce que vraiment, votre propos est passionnant. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Fabienne et Catherine, ou pour Catherine ou pour Fabienne? Enfin, voilà, vraiment, branchez-vous, s'il vous plaît, mettez vos caméras, qu'on vous voit, ça sera plus sympa. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui osent poser des questions? Parce que franchement, il n'y a pas de timidité à avoir. vous pouvez me raconter quelque chose, tu vois, qui vous est propre Voilà, exactement, tout à fait. qui vous a Pas inspiré. forcément des questions d'ailleurs, mais partager une expérience, voilà, un sentiment, une expérience, quelque chose qui s'est passé depuis cette crise et qui est intéressant à partager pour nous tous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se lance? Très sympa. Non? Personne? Vous êtes sûr? On a encore quelques minutes quand même. Anne-Cécile, peut-être, dis-nous, raconte-nous quelque chose, toi. Oh là là! Non, non, mais moi, tu sais, je suis là pour faciliter vos prises de parole à tous et à toutes. C'est ça mon expérience à moi. Non, on a partagé un petit peu justement sur ces entreprises qui ont réussi à permuter. Moi, ça me fascine beaucoup. Et ça évoque, je trouve, vraiment la notion de résilience hein, de Boris Cyrulnik. Mais on va dire sur le plan humain, mais les sociétés, on voit bien que les entreprises aussi sont résilientes et peuvent, quand elles sont confrontées à une crise comme ça, une difficulté, une violence, hein, parce que ce qu'on a vécu, c'est quand même une vraie violence hein, pour les individus, mais aussi pour les entreprises, bien sûr. Finalement, on arrive quand même, l'humain est plus fort en fait, et du coup arrive à réinventer des choses, même si c'est difficile, même si ça passe par des périodes compliquées. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler, je crois, là. L'animateur qui doit réactiver les micros des participants. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'on a doit personne. initier tout le monde, Anne-Cécile. Nicolas. Il faut que tout le monde puisse parler. Bah oui, Nicolas. Librement. Donc, je vais donner la possibilité aux gens de réactiver leur micro s'ils le veulent pour pouvoir poser leurs questions. Donc, on a une certaine Gaëlle, là. C'est Gaëlle. Emeline aussi. Alors, Emeline Gauthier, vous êtes là, Emeline, vous voulez poser une question? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Vous êtes en Bougez pyjama? pas, je mets la caméra. C'est une blague. Hein. J'arrive pas à réactiver la caméra. Ah, ça y est. Si vous avez un moment. Voilà, bonjour. C'est bon, pardon. Bonjour. Vous pouvez juste vous présenter pour que tout le monde sache qui vous êtes, quel poste vous occupez. Bonjour Emeline. Bonjour, enchantée. Emeline Gauthier, je travaille au sein du groupe ADECO. D'accord. Et je pilote pour le groupe des activités autour du recrutement en CDD, CDI. Donc sur toutes les typologies de métiers, sur du col bleu, du col blanc, du top management, ainsi que tous les sujets autour de l'évaluation. Donc voilà, beaucoup d'informations et de bonnes pratiques partagées ce matin. J'avais, moi, un petit retour d'expérience. Alors, en effet, on a pu passer pour certains en total remote et la facilité du télétravail. On constate quand même pour une partie des candidats qu'on accompagne un vrai sujet autour de la fracture numérique. Et ma question était, peut-être à partager avec d'autres, mais quelle solution demain pour accompagner des gens pour qui l'accès aux outils et à la technologie n'est pas si évident qu'elle l'est pour nous. C'est sûr.
Ça crée un déterminisme social encore supplémentaire par rapport Une aux brique trois complémentaire aux hein. 3 déterminismes que Fabienne a expliqués. Et on voit que pour une partie de la population, on a vraiment un gouffre qui se creuse. Et dans le plan de relance, je ne connais pas cette disposition là-dessus, mais il y a pas quelque chose dans le plan de relance pour combler, pour équiper les personnes un peu justement qui ne sont pas équipées, en tout cas par les missions locales de l'emploi, tout ça. Alors, il y a tout un plan d'accompagnement sur les jeunes, mais qui ne sont pas forcément le public auquel je songeais. Voilà, parce que dans le plan de relance, il y a tout l'accompagnement des jeunes, des moins de 26 ans, autour de l'apprentissage, autour de l'alternance. Et il y a notamment une partie d'outils qui en fait partie. Mais finalement, c'est plus pour des gens qui sont au-delà de cette tranche d'âge et qui, déjà dans leur cadre quotidien, n'avaient pas accès à l'outil. Donc, nous, c'est des sujets qu'on travaille, hein, mais voilà, on s'y est retrouvés confrontés de plein fouet avec le confinement. Alors, je vais peut-être partager une expérience que nous avons chez LinkedIn sur cette nature de sujet. Il y a 2 angles. Le premier, c'est effectivement le groupement, la conjonction de l'ensemble des efforts publics et privés et une très grande proximité ou un triptyque entreprise, acteurs locaux, régions, départements, etc. Et organismes, institutions, associations de réinsertion. Donc ça, c'est le premier sujet. Comment est-ce qu'on arrive de manière extrêmement concrète, pragmatique, avec des actions de terrain, de regrouper ces efforts. Le second sujet, c'est de passer par les usages. Et alors, effectivement, la recherche d'emploi et le fait simplement de se connecter sur monpôleemploi.fr est un premier usage, mais le fait de forcer un peu l'usage et de mettre à disposition les usages classiques, ne serait-ce que pour bénéficier des aides sociales diverses et variées, de se connecter sur les besoins classiques qu'on a besoin en tant qu'individu dans sa vie privée, force également ça, y compris sur des populations soit de seniors, soit en difficulté. Et puis évidemment, ensuite, il y a la mise à disposition, et je sais qu'un certain nombre d'opérateurs, et en particulier Orange, qui est probablement ici présent, est très actif sur la mise à disposition d'applications, de dispositifs matériels pour ces populations en difficulté. Donc voilà 2 choses. L'usage, comment est-ce qu'on force les usages dans la vie quotidienne, et puis le groupement des efforts publics-privés. Il y a quand même des dispositions dans le plan de relance de Bruno Le Maire pour essayer de réduire la fracture numérique. Il y a quand même des milliards d'euros là qui sont injectés. Je ne sais pas après sous quelle forme ça va prendre. Mais apporter un petit éclairage. Moi, j'apporterai la réponse de l'entrepreneuse à votre question, Ameline. Il y a peut-être des aides, etc. Mais moi, je me dis, si vous avez chez Adecco identifié cette fracture comme étant difficile pour vos clients ou les gens avec qui vous travaillez, est-ce que vous ne seriez pas à l'origine, vous, comme en tant qu'entreprise, comme vous savez, l'opération Protège ton soignant qui a fédéré des tonnes de gens. Moi, je me dis, il y a, comme disait Fabienne, il y a l'outil et les usages. Est-ce que ce ne serait pas une façon de collecter ou d'organiser un événement pour faire parler tous les organismes qui forment, faire de la… En fait, moi, je pars du principe, et humblement, mais quand j'identifie qu'il y a un problème, j'essaie à mon échelle de le résoudre. Et je me dis, vous avez une responsabilité, un rôle à jouer, avec la marque connue. Oui, alors on a des actions qui étaient lancées déjà avant la crise sanitaire sur le sujet, mais c'est un sujet qui est vaste, et notamment pour le public des gens qui vont avoir un niveau 5, donc à partir du CAP et infra-bac, on a un vrai sujet de formation, d'accompagnement. Honnêtement, au-delà d'un public bac plus 2, on n'a pas de problématique. On a des modules de formation et l'accessibilité. Mais on pourrait monter ensemble ça pour ces gens-là, faire du mentoring. Moi, je crois beaucoup aux relations en one-to-one. Et est-ce que toutes ces personnes qui sont en difficulté, si jamais elles trouvent un accès pour se connecter, elles ne trouveraient pas un parrain ou un tuteur ou quelqu'un qui donnerait une demi-heure de son temps? Oui. C'est un truc très que je remercie les Américains de m'avoir donné cette idée de give back. Et moi, je serais prête à donner une demi-heure de mon temps pour former quelqu'un en CAP qui a besoin d'être rassuré. Et je suis sûre que des Catherine, il y en a des milliers. Donc, peut-être que ce serait une idée de monter cette chaîne de solidarité.
Pourquoi pas? Je prends l'idée, je note. Je sais qu'il y a Mouna Filal qui doit être parmi nous aujourd'hui, qui fait partie des équipes LinkedIn et qui contribue à un groupe qui s'appelle LinkedIn Social Impact et qui a parmi toutes ses nombreuses missions, mais qui fait ça en plus de son métier, le fait d'organiser des événements et un certain nombre d'actions de mentoring et de coaching. Toujours avec LinkedIn. Voilà, donc Mouna, si tu nous écoutes et si tu es là, je crois t'avoir vu tout à l'heure. Je pense que tu seras passionnée par le sujet. Alors, est-ce qu'on a une autre question dans le public? Parce que le temps passe et que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Est-ce qu'on pourrait prendre quand même encore une ou deux questions peut-être? Peut-être une en tout cas. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour. Bonjour. Donc, je suis David Nesmaker, je suis directeur adjoint de la Maison de l'Emploi sur la métropole lilloise. Et donc, on a également la mission locale et le pli au niveau des locaux. Alors, je tiens à remercier Gauthier Grand-Girard qui m'a transmis les coordonnées pour la visio au niveau de LinkedIn parce que je trouve ça vraiment passionnant et intéressant. Ce qui n'est pas le cas de toutes les visios, je préfère le dire. Merci, c'est gentil. Alors, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, au niveau des entreprises, sur la notion de confiance, donc c'était Catherine Barba, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressent énormément. Alors, le taux de chômage augmente, et quand on parle avec les chefs d'entreprise, on sent une défiance, une méfiance de la part des candidats. Alors, je pense que les médias ont une part de responsabilité, mais on entend souvent parler d'opportunisme sur les vagues de licenciements, sur les reprises d'entreprises. Et la marque, l'image entreprise, aujourd'hui, est très importante au niveau de la génération, principalement des adolescents, mais pas que. Donc ça, c'était un petit complément, mais qu'on ressent énormément sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des projets de recrutement, et entre guillemets, bizarrement, c'est compliqué de répondre aux demandes de ces entreprises. Ensuite, par rapport à ce qui vient d'être dit par la collègue d'Adecco, nous, quand on a su le confinement, 3 jours avant, on avait prévu d'organiser un forum emploi présentiel avec 145 exposants et entre 3 000 et 4 000 visiteurs. On a proposé au maire de transformer l'événement en un e-salon. Donc, c'était la première fois qu'on modifiait ce salon en présentiel. Et on n'a pas eu du tout le même public. On a eu une fréquentation qui nous a fortement surpris. Alors, ça paraît peut-être un petit niveau, mais nous, on a un petit territoire. Mais on a eu plus de 2000 mails de candidatures qui ont été enregistrés. Et on parlait tout à l'heure de la motivation des équipes. Et en fin de compte, c'était le projet de l'équipe pendant le confinement, ce qui a permis à distance, justement, de bien aborder ce confinement, dont on ne connaissait pas la durée, de renforcer les liens au niveau de l'équipe et de s'appuyer sur les compétences de chacun en fonction des besoins qu'on avait sur ce e-salon. Et donc, par rapport à ce que disait la personne d'Adecco, en fait, là, nous, on a décidé sur le territoire de mixer les actions en distanciel, donc des e-salons ou des actions où on utilise l'informatique et le numérique, et des actions où, la semaine dernière, on a fait un job dating avec 7 exposants, dont Adecco. En fait, on adapte les actions en fonction du type de poste et du profil du public qui est visé. Effectivement, quelqu'un qui recherche un poste de préparateur de commandes, ça va être compliqué d'utiliser l'informatique. Par contre, quand on fait, alors nous on appelle ça les décroches ton job ou ta formation, on peut le faire à distance, puisque ce sont des gens qui recherchent dans le numérique et qui ont une appétence pour ce secteur-là. Voilà, c'était un petit complément, mais je pense que les deux seront indispensables demain. Il ne faut pas creuser d'écart en fonction des personnes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances et le même environnement. Il faut vraiment qu'on se pose la question d'adapter nos outils et nos propositions pour que personne ne se retrouve sur le côté. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Catherine et Fabienne? Parce que là, normalement… Moi, je vous invite. D'abord, j'étais ravie de participer à cet échange qui est quand même plein d'espérance et plein d'élan. Et moi, je serais ravie de prolonger l'échange avec vous sur LinkedIn, évidemment. Je suis assez souvent, je dois dire. Et c'est tout, parce que je pense que c'est le début d'une conversation entre nous. Exactement. Merci encore pour
Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Fabienne. Je trouve quand même qu'on comprend quand même à travers ce que vous nous avez dit ce matin que les enjeux sont très nombreux, ils sont très denses, mais on comprend aussi quand même que LinkedIn est un vrai partenaire en fait pour ses clients, que vous pouvez apporter de la valeur. Enfin, moi je suis très sensible à tout ce que vous faites sur le network gap là pour aider à le combler et tout. Enfin, franchement c'est très inspirant. Et voilà, vous pouvez apporter de la valeur, enfin vous apportez une vraie valeur en fait, à la fois sur le recrutement, sur la marque employeur, tout ça. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment.